Dienne est le vice-président du conseil scientifique de l'Institut international de recherche et de politique de civilisation. Voilà. Ancien directeur de la division du dialogue interculturel et interreligieux de l'UNESCO. Ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme. Et il est l'initiateur et le responsable des projets des routes interculturelles de l'UNESCO, parmi lesquelles il y a les routes de la soie, la route de l'esclave, les routes de la foi et les routes Al-Andalus. Il est l'auteur de très nombreux articles et textes sur le dialogue interreligieux et interculturel, le patrimoine, le racisme, et le multiculturalisme et la question identitaire, dont les plus récents, j'en nomme quelques-uns. La chaîne et le lien, une vision de la traite négrière aux éditions de l'UNESCO, dans le cadre du projet de la route de l'esclave et de l'ouvrage collectif sur l'esclavage, la crise identitaire du monde occidental, dans la revue internationale et stratégique de l'IRIS, et Silence et invisibilité, l'enjeu de mémoire de la domination et de la discrimination, dans l'ouvrage Mémoire et droits humains, enjeux et perspectives pour les peuples d'Afrique et des Amériques. Alors, M. Dienne a sûrement des propos absolument pertinents et très intéressants qu'il va nous livrer ce soir. Alors, je lui cède la parole. Je vous souhaite encore une fois une excellente université d'été et donc de bons échanges. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci encore. Donc, je voulais commencer par un peu titiller Francine et Célia qui ont organisé cette rencontre. D'abord, l'heure qui a été choisie, c'est à la fois une torture pour vous, en fin de journée, comme ça, après avoir entendu beaucoup de discours, et manger un peu aussi, et il fait beau dehors. C'est la torture, et c'est la torture pour moi aussi. Alors, ça me rappelle, je commencerai par m'inspirer d'un proverbe bantou, qui dit que quand tu fais un discours, aie pitié pour ceux qui écoutent. Donc, je vais être le plus bref possible. Et le mot qui a été choisi, conférence, c'est gros, on ne sait pas ce que ça veut dire. Sur une question comme celle-là, je crois qu'il n'y a pas de parole close ni finale. Donc, ce que je me propose simplement de faire, c'est de... Je me suis inspiré beaucoup de ce que j'ai entendu depuis hier. Il y a eu des choses très profondes qui ont été dites, qui m'ont un peu titillé aussi. Et partager avec vous des concepts de réflexion, parce que je pense que nous sommes tous d'accord sur un point très important, c'est que nous sommes dans un contexte historique et intellectuel extrêmement grave et dangereux. Grave parce que c'est le moment où, on l'a vu en Autriche aujourd'hui, des forces politiques qui mettent au cœur de leur agenda la haine de l'autre, le refus de la diversité, de l'altérité, sont aux portes des pouvoirs politiques. Et ça, c'est grave. Et ça, bon, il ne s'agit pas simplement de souligner sa gravité, mais de s'interroger. D'où ça vient-il? Ça ne vient pas du cosmos. Il y a tout un processus. Et donc, le contexte, à mon avis, nous oblige à quelque chose de très important. C'est-à-dire la réflexion intellectuelle ou la déconstruction de ce qui est en train de germer, de se passer. D'où ça vient-il? Qu'est-ce que cela signifie? Alors c'est sur ça que je voulais donc partager avec vous quelques idées, quelques réflexions, quelques concepts en fait. Parce que je crois en l'importance du front intellectuel. Vous vous rappelez, après le 13 novembre en France, il y a eu ce débat paradoxal du Premier ministre français et quelques intellectuels qui ont dit, mais ce qui vient de se passer, les attaques au Bataclan, les morts, n'ont pas besoin de réflexion ni de débat. Il faut condamner, et toute réflexion est une connivence venant d'un pays qui a toujours promu la nécessité d'une réflexion, d'un débat. Et donc, je crois qu'aussi, il y a cet aspect-là, un deuxième point important. Quand on regarde ce qui est en train de se passer dans le contexte actuel, on voit qu'à l'origine du développement d'une pensée xénophobe, raciste, islamophobe, antisémite,
le rejet de l'étranger, tout le débat autour du multiculturalisme, ce sont des intellectuels qui sont au cœur de ce débat, qui ont élaboré des concepts, des idées qui littéralement, par un processus complexe où il y a eu une légitimation intellectuelle, ensuite une instrumentalisation politique, et ensuite un passage à l'acte, par la violence verbale ou physique, comme on peut le voir. Donc le front intellectuel est essentiel. Et donc moi je pense qu'on a une priorité, et c'est peut-être le lieu ici dans ce musée de le dire, et puis à l'Université de Laval aussi, d'essayer d'occuper ce terrain-là, parce que un constat qui a été fait et reconnu par beaucoup, c'est que la pensée, disons les intellectuels dits de gauche ou progressistes, ont littéralement abandonné le terrain de la réflexion aux penseurs de droite, à l'idéologie de droite, au néolibéralisme, etc., dont les concepts littéralement envahissent tout l'espace intellectuel. Donc, moi je veux me situer dans ce terrain-là, non pas fournir un discours clos, fini, il n'y en a pas, pas possible, mais partager quelques réflexions sur quelques idées que j'estime importantes. Bon, la première idée, c'est que il faut caractériser le contexte dans lequel on est, parce qu'on ne peut pas parler comme si de rien ne se passait autour de nous. Ce dont j'ai parlé des partis d'extrême droite, Srebrenica, on a massacré 8000 personnes en quelques jours, le génocide du Rwanda, la montée de la violence xénophobe en Europe, au niveau pas seulement des gens simples, mais de l'élite politique et intellectuelle, le Finkielkraut, qui est l'Académie française, etc., qui a dit l'équipe de France n'est pas black, blanc, beurre, mais elle est black, black, black. Et l'Europe se rit de nous. Cet homme est à l'Académie française, il fait une lecture raciale. Et donc, d'où ça vient? Ça ne vient pas du cosmos, c'est tout un processus. Alors, le premier point de ce processus, c'est vraiment de l'idée que moi je veux partager avec vous, c'est que nous sommes dans un contexte de mutation. Mutation veut dire un changement global de tous les paradigmes que nous avons connus. Ils sont en train de bouger. Personne ne sait dans quel sens, mais ils sont en train de bouger. Parce que si, dans le contexte actuel, on voit émerger une crise environnementale, une crise économique, une crise financière, une crise familiale, mais que toutes ces crises émergent en même temps, on ne peut plus parler de crise. Parce que crise veut dire définir, s'attacher à un point précis, à un enjeu particulier, à une problématique singulière. Mais une lecture attentive montre que tout ce qu'on appelle ces crises sont profondément liées. Et quand elles sont liées, nous avons affaire à quelque chose de profond qui est en train de se passer. Alors cette mutation, elle est caractérisée à mon avis par un certain nombre de données qui sont fortes. Les deux facteurs lourds qui émergent, c'est la question de l'identité et la question de la sécurité. La question de l'identité, elle est centrale. Elle est centrale parce que d'abord, elle est au cœur des plateformes politiques de ces partis qui sont aux portes de tous les pouvoirs politiques. Elle est centrale parce que littéralement, elle brouille le discours et l'analyse. Mais ce qu'elle veut dire, tout simplement, c'est que cette crise identitaire, c'est que les vieilles constructions identitaires nationales, toutes les identités sont des constructions, du bricolage, plus ou moins réussies. Et toutes ces vieilles constructions identitaires des États-nations qui ont été reprises dans les pays du Sud, etc., basées sur des facteurs de race, de culture ou de religion, interprétés par les philosophes, les intellectuels, traduits par des savants, enseignés dans les écoles, inscrits dans l'inconscient des gens, cette notion d'identité française, allemande, sénégalaise, etc. Toutes ces identités sont en train d'être profondément remises en question. Remises en question par des dynamiques extrêmement fortes. Bon, les premières dynamiques historiques, c'est les dynamiques par lesquelles colonisation, esclavage, etc. Il y a eu les grands mouvements historiques où les peuples ont été mêlés par la violence, la domination, etc. La globalisation actuelle, l'immigration, qui est un facteur extrêmement lourd de transformation. Et ces grands mouvements-là, littéralement,
remettre en question les fondements qui étaient celles des identités nationales, la notion de race, de culture, de religion. Et cette transformation profonde qui est actuellement en cours a créé effectivement au niveau de l'élite, des élites qui se sont donné la responsabilité de construire ces identités nationales, littéralement une crispation qui s'est traduite par le lâchage du verbe raciste et xénophobe, comme celui que j'ai cité tout à l'heure de Finkielkraut, mais qu'on lit dans les discours des hommes politiques, des quelqu'un comme Sarkozy qui est venu à Dakar, chez nous, à l'université, un lieu intellectuel, et qui a dit l'Africain n'est jamais rentré dans l'histoire. C'est énorme. D'abord, il était mal poli de venir chez nous, on le reçoit gentiment. Il vient nous dire, derrière ça, ça veut dire que vous êtes resté dans la sauvagerie. Et il a précisé que le paysan africain est resté attaché à la culture du centre, mais il n'a pas pu avoir une vision d'avenir. C'est énorme, c'est terrifiant qu'il ait pu le dire. Donc, ce dont nous parlons est profondément inscrit dans le discours que nous entendons actuellement, et dont la caractéristique principale, c'est qu'elle a fait l'objet précisément d'une légitimation intellectuelle. Le travail de Huntington sur le Conseil des civilisations en est un aspect, mais il y en a eu d'autres encore. Donc, c'est dans ce contexte-là de crise identitaire extrêmement profonde qu'on se trouve. Alors, cette crise identitaire, elle se traduit, comme vous le savez, sur le fait que l'islam, qui a fait partie de la construction identitaire de l'Occident depuis le début, et qui a été là, dans les éléments de cette construction, se retrouve, deuxième religion de France, etc. L'antisémitisme qui était au cœur de l'ADN de l'identité européenne n'a jamais disparu, il était là. Et toutes les autres formes de rejet de communautés et de groupes divers, religieux, culturels ou ethniques. Et donc, dans ce contexte-là aussi où la crise économique crée des tensions, il y a l'instrumentalisation de cette peur et la traduction de cette peur et de ce discours dans des plateformes politiques. Et c'est ce qui fait que cette crise identitaire est une menace très grave contre la démocratie parce que les partis politiques et les intellectuels qui l'utilisent, et surtout les partis politiques, en utilisant ce discours, sont arrivés littéralement aux portes des pouvoirs politiques. Littéralement. Ils gagnent des voix. C'est-à-dire que par ce discours-là, démocratiquement, ils se font élire. Et donc, ce discours est banalisé par l'accès démocratique, le processus démocratique au pouvoir. C'est ce qui rend la situation grave. Alors, cela s'accompagne de l'émergence de cet autre enjeu central, qui est souvent mésestimé, l'enjeu sécuritaire. Et ce qui caractérise l'époque actuelle, c'est le lien entre les deux. La dimension sécuritaire a été vitale, visible, lorsque, bon, on parle des événements du 11 septembre 2001 à New York, d'autres attentats, etc. Et ce qui est grave, c'est la liaison, l'articulation entre la crise identitaire et la question sécuritaire. Et donc là, on a un nouveau paradigme extrêmement dangereux, qui obscurcit l'analyse intellectuelle, les concepts, et qui littéralement, on le voit, font qu'il y a des intellects qui sont en devant et qui donnent une légitimation à l'émergence de la liaison de ces deux concepts. Alors c'est dans ce contexte-là que moi je dis qu'il va falloir peut-être creuser un certain nombre de facteurs et de concepts pour essayer de comprendre et d'essayer de déconstruire. Alors, moi je propose 3 ou 4 concepts, idées à débattre. Le premier concept, parce que c'est le concept en revenant à la question identitaire, le concept de tension identitaire. Parce que moi j'ai été rapporteur spécial sur le racisme pendant 6 ans ou 7 ans. J'ai fait des enquêtes sur une trentaine de pays, du Japon, au Brésil, au Canada, Côte d'Ivoire, Russie, etc. Et j'ai publié en tant qu'expert indépendant du Conseil des droits de l'homme, mes rapports, c'était mes rapports avec des recommandations, des analyses, etc. Et au bout de mon travail, je me suis rendu compte que le combat contre le racisme, la xénophobie, est littéralement dans un ghetto, dans le sens où
Soit on le combat sur le plan purement moral, en disant c'est pas bien, oui, c'est pas bien. Soit on le combat, ce qui est juste, par le droit et la justice, les moyens légaux, etc., les droits de l'homme. Et ça, c'est absolument fondamental. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un point obscur du combat contre le racisme et les discriminations qu'on n'a pas voulu creuser et qui concerne aussi tout ce dont nous avons discuté depuis hier. Et moi, j'avance le concept de tension identitaire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une notion qu'on n'a pas analysée en profondeur et qui peut-être permet de comprendre en profondeur ce à quoi nous avons affaire. La tension identitaire, moi je la définis comme étant le facteur par lequel, lorsque deux singularités se rencontrent, un homme et une femme, musulman, chrétien ou juif, un africain, un indien ou un occidental, toute rencontre plurielle où les deux parties de cette rencontre ne sont pas identiques, crée tout simplement une tension naturelle, tout simplement parce qu'elle est l'expression de l'ignorance de l'autre. On n'est pas l'autre. Donc, la tension identitaire est un développement naturel de la diversité. La diversité en elle-même, par le fait qu'elle exprime la différence d'entités qui ne sont pas identiques, crée cette tension. Tout simplement par l'ignorance de l'autre et le questionnement de cette ignorance. Et donc, cette notion de tension identitaire, à mon avis, doit faire l'objet d'une réflexion approfondie, parce qu'une analyse des formes de racisme historiques et actuelles montre que les sociétés réagissent différemment à cette tension identitaire. Cette tension identitaire peut basculer, c'est-à-dire la méconnaissance de l'autre, son ignorance, peut basculer vers la peur, l'hostilité, l'antagonisme, et tout le processus par lequel on déshumanise l'autre, et de la déshumanisation intellectuelle, comme on a pu le faire des juifs, ou du musulman, ou du noir, à l'élimination physique. Il y a cette conséquence possible de la tension, la peur. L'autre conséquence, l'autre réaction possible, c'est que la tension identitaire peut aussi générer une attraction, un intérêt. Parce que la différence peut aboutir à cela. Et donc, ce qui fait la différence entre ces deux réactions possibles qu'on n'a pas suffisamment analysées, c'est à la fois tout le terreau éthique d'un pays, d'une communauté, d'une région, etc. La manière dont, à travers l'histoire et la géographie, les peuples ont pu trouver des réponses ou des éléments en profondeur de leur culture qui ont pensé littéralement cette tension-là. Et l'ont pensé de la manière dialectique, c'est-à-dire que cette tension, on doit la reconnaître comme une réalité permanente. Elle est permanente parce qu'elle ne peut disparaître que s'il y a une uniformisation des identités. Ce qu'on sait n'est pas possible. Donc elle est permanente. Moi je cite le cas de mon pays au Sénégal. On a un proverbe qu'on nous enseigne quand on est gamin, qui est Mythe Nité Garaba, M. Fall qui est là le connaît. Ça veut dire l'homme est le remède de l'homme. On nous enseigne très vite, c'est-à-dire qu'on a ça dans notre culture depuis des temps très anciens, cette notion-là que vous ne pouvez rien faire sans l'autre. Que l'autre, il faut l'accepter dans sa singularité, mais que vous-même, vous ne pouvez pas agir sans l'autre. C'est très important. Alors qu'en Occident, on dit que l'homme est le loup pour l'homme, nous avons cette notion-là, que l'homme est l'autre et l'homme est le remède de l'homme. Donc ce que je veux dire, c'est que cette tension identitaire qu'on doit creuser, son basculement vers la peur, l'hostilité, le racisme, ou l'attraction complexe, la démarche de rapprochement, dépend d'un certain nombre de facteurs dont le terreau culturel de chaque tradition. Et donc, qu'est-ce que cela signifie pour les grandes questions dont j'ai parlé tout à l'heure? Alors, la traduction de cette tension identitaire, essayons de l'interroger sur un point qui est aussi au cœur de nos débats depuis hier, de cette université d'été, la notion de la culture. On a parlé cet après-midi de démocratie culturelle, démocratie socioculturelle, etc. On a parlé du cas du Brésil, démocratie raciale, etc. Mais la notion de culture, elle est là.
on tourne autour. Mais je pense qu'il y a un grand malentendu sur cette notion de culture. Il y a d'abord le premier malentendu de cette notion de culture, c'est que je crois un peu que même quelques-unes des présentations de cet après-midi, et généralement donc vous décrit, quand vous analysez la définition qui est donnée de la culture et qui sous-tend les pratiques culturelles, on se rend compte que la culture n'a pas été déconstruite dans sa complexité. Quelques penseurs l'ont fait, mais ne l'ont pas fait d'une manière peut-être plus développée. Et moi, donc, l'idée que j'avance, c'est que la notion de culture a trois dimensions: l'esthétique, l'éthique et le spirituel. L'esthétique, c'est le premier terrain de la connaissance culturelle. C'est ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on mange, ce qu'on touche. L'esthétique, c'est-à-dire la forme, l'expression. Et nous tous, c'est toujours par l'esthétique qu'on perçoit d'abord l'autre. Or, il se trouve que beaucoup de civilisations, en tout cas la civilisation occidentale, notamment dans son démarche impériale, etc., a privilégié cette dimension-là, esthétique, et que surtout, la culture moderne qui émerge du néolibéralisme et de tous les moyens technologiques de communication privilégie l'esthétique. On a esthétisé la question culturelle, donc on l'a ramené à ces expressions extérieures, qui sont importantes. Mais on n'a pas tenu compte, et on ne peut pas parler d'identité plurielle ni de dialogue interculturel si on ne va pas de l'esthétique à l'éthique. C'est-à-dire partir de l'idée que l'esthétique, qui est l'expression extérieure d'une culture, sa traduction dans différentes formes culinaires, vestimentaires, musicales, architecturales, tout ce qu'on veut, est toujours l'expression de valeurs. Donc la dimension éthique, et c'est celle-là qui est en profondeur dans un deuxième champ, ce qui fait la marque profonde des cultures et leur singularité. L'éthique. L'éthique nécessite donc les valeurs humaines. Et donc, le débat sur la culture, on doit ramener ces dimensions-là de l'éthique pour aller contre le courant esthétisant de la culture actuelle et la réduction aussi des différents peuples à certaines expressions culturelles. Mais la troisième dimension, c'est le spirituel, qui jamais n'a été absente de la culture de la plupart des peuples. Et le spirituel n'est pas nécessairement le religieux, mais c'est simplement la transcendance, la foi en l'existence de quelque chose de supérieur qui détermine la vie et qui répond à la question qui taraude tout être humain de la vie et de la mort, la dimension spirituelle. L'étude de toutes les cultures montre que dans le temps long de l'histoire, la dimension spirituelle a été à la base de ce qui ensuite s'est traduit sur le plan culturel par des valeurs humaines et ensuite par les expressions esthétiques. Donc, la deuxième idée que je voulais partager avec vous, à part la nécessité d'approfondir cette tension identitaire, facteur permanent de la diversité, la deuxième notion, c'est qu'il va falloir revenir à une complexification de la notion de culture. Parce que c'est seulement cette complexification qui nous permet de répondre à un certain nombre de questions. Et parmi ces questions, prenons une autre question qui a surgi pendant nos débats, la question de la mémoire. La question de la mémoire a été débattue, elle est au cœur des travaux de beaucoup de gens qui sont ici. Moi, j'y ai travaillé dans mon travail à l'UNESCO quand j'étais directeur du dialogue interculturel, mais également dans mon travail aux droits de l'homme et dans la coalition des sites de conscience. Je vous invite d'ailleurs à aller sur Google et regarder ce que nous sommes en train de faire, la coalition des sites de conscience. Nous essayons de créer un réseau mondial des lieux de mémoire de génocide et de crimes de masse, en faisant prévaloir deux enjeux importants, mémoire et justice. Et nous avons environ plus de 300 sites qui sont inscrits dans cette machine. Donc, la question de la mémoire, elle est absolument centrale. Mais la mémoire aussi est un très grand malentendu aussi, comme la notion de culture. Quelques-uns des exposés aujourd'hui, et souvent dans les débats, on parle de devoir de mémoire, de l'enjeu
de mémoire. Mais on se rend compte en creusant, et moi, dans mon travail comme rapporteur spécial, je me suis rendu compte qu'il va falloir revisiter cette notion-là de mémoire, et on essaie de le faire dans la coalition des sites de conscience. Parce que quand vous regardez ce dont on parle quand on parle de mémoire, on vous cite un fait, l'Holocauste, l'esclavage, les grands crimes de l'humanité, le massacre des Amérindiens, ici, génocide, etc. Et on se dit, il va falloir se remémorer de ces faits historiques. C'est-à-dire que, et ce n'est pas faux, mais là où, à mon avis, il va falloir aller beaucoup plus loin, c'est de se rendre compte que, à travers l'histoire du monde, dans le temps long de l'histoire, se rappeler d'un événement tragique, d'un massacre, d'un génocide, n'a jamais été un facteur suffisant pour empêcher son renouvellement. On sait que tous les 10 ans, il y a un génocide quelque part. On sait qu'on peut être victime de racisme et être soi-même raciste. On le voit sur certains terrains politiques actuels que je ne mentionnerai pas. Et donc, il va falloir revisiter cette notion de mémoire et la complexifier. Et donc, ce que je propose comme troisième concept sur lequel, à mon avis, des gens réfléchissent, mais qui permettent aussi de répondre aux enjeux actuels, c'est que quand on parle de mémoire, il y a 3 niveaux qu'il faut inclure de manière liée. Le premier niveau, et là, bon, j'ai poussé moi personnellement et d'autres aussi, je travaille avec nos amis brésiliens, je leur ai dit, je collabore avec le ministère de la Justice du Brésil, avec la commission Amnesty, parce que vous savez que le Brésil est le seul pays, l'un des rares pays d'Amérique du Sud où on a amnistié après la dictature militaire. Les tueurs et ceux qui ont torturé Mme Roussel sont là, libres, on ne les touche pas. On a changé les lois d'amnistie en Argentine, au Chili, mais au Brésil, on ne l'a pas changé. Donc je collabore avec cette commission pour contourner cette question d'amnistie, identifier les victimes, créer des dynamiques, etc. Bon, il y a des progrès. Et donc, ce que je suggère pour débattre, c'est que quand nous parlons de mémoire, pour faire de la mémoire une force de transformation qui ne soit pas seulement une remémoration d'un fait du passé, mais un facteur de transformation du présent, parce que la mémoire doit aboutir à ça, pour sortir de l'enfermement mémoriel dans lequel beaucoup de gouvernements ont pratiqué, c'est-à-dire la commémoration. On commémore un acte qui a été mal, l'esclavage, on commémore. La commémoration est bonne, mais on s'arrête là. Donc, littéralement, on réduit la mémoire à son expression la moins puissante comme force de transformation. Et donc, il faut lier 3 niveaux, à mon avis, dans cette question de mémoire. Donc, ce que je dis là, c'est que je propose vraiment des concepts. Il faut lier le premier niveau de la mémoire, c'est l'établissement des faits, du génocide, du crime de masse, l'attaque, de la question celle qu'on veut étudier. Est à l'établissement objectif des faits. Et ce point est important, parce que l'établissement des faits sollicite la rigueur historique, l'élément de travail historique, de recherche historique, d'objectivation, et qui n'est pas simple, parce que tous les pouvoirs politiques ont fonctionné sur la pratique de masquer les actes nuisibles de génocide, de violence de masse sociale et autres, à travers l'écriture et l'enseignement de l'histoire, qui ont été littéralement des formes de manipulation des faits, de bricolage, qui ont été des constructions importantes dans les constructions identitaires, des facteurs importants. Et donc, l'établissement des faits doit être la première étape de cet enjeu mémoriel, la mémoire. Mais le deuxième niveau, c'est l'établissement, c'est l'identification des causes profondes des faits. Il ne s'agit pas seulement de dire que l'esclavage était mauvais, hein, on a tué 3 millions de personnes ou 20 millions, c'est pas bien, qu'on a fait l'Holocauste du Buchenwald, Dakar, etc. On a fait Srebrenica, on a massacré les Amérindiens, et s'arrêter là. Mais toute l'historiographie des pouvoirs politiques a tendu à s'arrêter là. Établir le fait et le laisser là comme fait. Mais ne pas creuser. Donc, le deuxième niveau, c'est la recherche des causes profondes du fait.
Parce qu'aucun de ces faits ne vient du cosmos, ne vient pas comme ça, du ciel, un beau matin, on a fait l'Holocauste, on a fait l'esclavage. Tous sont le résultat de processus historiques, culturels, sociaux et politiques qu'il faut déconstruire. Et c'est seulement l'identification des causes profondes des faits qui donne à l'établissement des faits une dimension profonde. Et donc, qui enrichit, qui fait de la mémoire une forme de transformation. Et enfin, le troisième niveau, c'est la détermination des responsabilités des faits. Des responsabilités. Donc, les trois notions, fait, cause et responsabilité. Et donc, ces trois éléments manquent dans la plupart des réflexions qui sont faites sur les questions sur cet enjeu important de mémoire qui fait que donc, l'enjeu mémoriel, il est instrumentalisé et littéralement vidé de sa substance. Et là où aussi je voulais insister, c'est que nous sommes dans un contexte, quand je parlais tout à l'heure de mutation, il faut comprendre que nous sommes dans un contexte où l'idéologie néolibérale, la culture néolibérale de masse, appuyée sur une vision humaine réductrice de l'être humain comme être de consommation, littéralement est une culture d'effacement de la mémoire. Et que littéralement, c'est une culture de zombieisation. C'est-à-dire d'amener les gens littéralement en leur donnant des faits, mais sans expliquer l'origine de ces faits, qui littéralement les amènent à des comportements automatiques de consommateurs, de citoyens non réels, etc. Donc, cette notion-là de revenir à cette profondeur-là est vraiment centrale. Tenez compte simplement d'une donnée importante qu'on ne identifie pas très souvent. Rappelez-vous quand pour parler de mémoire, l'effacement, j'ai parlé de l'effacement par l'écriture et l'enseignement de l'histoire officielle des États. Mais quand on parle également de mémoire, beaucoup d'historiens oublient les dimensions subtiles et escamotées et cachées de la mémoire. Par exemple, le simple fait que les villes, une ville comme le Québec, ou Dakar, ma ville, ou Paris, ou Londres, les villes sont des théâtres mémoriels. Les noms de rues, les noms de places, tout cela s'inscrivent dans la construction mémorielle, mais d'une manière extrêmement subtile pour cacher derrière la construction identitaire. Les rues sont des théâtres de mémoire, mais et qui sont masqués. Et la littérature aussi a joué un rôle important dans la littérature, la poésie, etc. Et donc, le point vraiment auquel je voulais venir, c'est que en parlant de mémoire, nous sommes dans un contexte où, quand je voulais vous dire, quand vous regardez le soir la télévision, vous regardez les nouvelles de 20h ici ou je ne sais pas à quelle heure au Québec, et il y a un processus d'effacement mémoriel et de déshumanisation et de désensibilisation. Parce qu'on peut commencer par vous montrer le massacre des enfants et des femmes syriennes par le gaz de Bachar el-Assad. On vous montre les corps. Votre émotion commence à monter. Vous êtes pris par la tristesse profonde, la peine, la douleur. Et immédiatement après, on vous montre un match de football, parce que c'est la construction des nouvelles, les gatekeepers. C'est eux qui structurent l'information que nous digérons. Ce que je veux dire par là, c'est que la simple présentation du journal télévisé, derrière son apparence innocente et technique comme ça, est une structure, littéralement, est une démarche par laquelle on nous désensibilise d'une manière extrêmement profonde et on hiérarchise nos émotions. Donc, cette dimension-là est un des facteurs lourds, cachés, mais très profonds, et qui nous concerne tous, et qui est plus ou moins invisible, et qui littéralement efface la peine, donc la douleur humaine, l'humanité qu'on peut voir, mais efface aussi le souvenir de l'acte. Et c'est ce qui fait que, bon, on entend parler d'un génocide aujourd'hui, ou d'un massacre en Syrie ou au Rwanda, et
après on n'en parle plus. Et on l'oublie. Tout simplement parce que autre chose s'est passé. Et c'est là que l'autre idée que je suggère, c'est de se rendre compte que l'imaginaire est plus fort que la mémoire. L'imaginaire est la démarche par laquelle on s'approprie la mémoire, mais pas la mémoire seule. L'imaginaire est ce processus par lequel vous vous rappelez d'un fait, génocide, massacre, on vous le donne la mémoire comme fait, on vous l'enseigne à l'école, vous le lisez dans les livres, etc. Mais vous vous l'appropriez par rapport à votre environnement au présent, actuel, ici et maintenant, à votre sensibilité personnelle, à ce que vous avez vécu, à ce qui vous taraude socialement, émotionnellement, de tous les jours, aux autres sollicitations dont vous êtes l'objet. Et c'est ce maelstrom-là de choses qui littéralement neutralise la mémoire. Et ce qui fait que, c'est un élément aussi qu'intellectuellement on n'a pas assez pensé, l'imaginaire est beaucoup plus puissant comme facteur que la mémoire. La mémoire n'est qu'un aspect de cette partie-là. Et donc, j'ai voulu insister sur ce point pour dire que, mais toujours de manière désordonnée, pour proposer des concepts, pour essayer de faire face au surgissement d'une pensée qui littéralement tend à nous obscurcir la réflexion, à la déconstruction de notre environnement et de ce qui nous arrive. Le front intellectuel est quelque chose d'extrêmement important. Alors, il y a une autre idée aussi que je voudrais ajouter, qui est très importante, qui fait partie de ces facteurs d'invisibilité des dynamiques qui nous structurent. Bon, aujourd'hui, moi je me suis promené avec notre ami dans la Québec, je ne connaissais pas, impressionné par la ville, j'ai vu les touristes. Donc, le tourisme. Prenez le tourisme, ça peut vous sembler un facteur innocent comme ça, on en parle sur le plan économique, les gouvernements le promeuvent, il faut du tourisme, ici au Québec, au Sénégal, ailleurs, la Tour Eiffel, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit derrière cette notion de tourisme moderne? Le tourisme tel qu'il est pratiqué est marqué par un certain nombre de facteurs. Sa dimension essentielle, elle est économique, purement économique. Mais sa couverture, elle est culturelle. Mais qu'est-ce qu'on entend par culturel? Ce qu'on entend par culturel précisément dans le tourisme me permet de revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'esthétisation de la culture. Ce qu'on offre au tourisme, c'est l'esthétique des cultures des autres peuples. On amène les gens visiter Haïti, le Sénégal, la Mongolie, le Canada, et littéralement, ce qu'on leur montre, ce sont des éléments du patrimoine physique. Tout ce qui touche à l'esthétique, à la cuisine, à la vesture, à la musique, mais dans un cadre qui est régi par l'économique, c'est-à-dire le temps est calculé, time is money. Ce qui fait que le temps qui est offert pour le tourisme est un temps très court, où l'esthétique est le seul produit qui est offert. Et donc, ce à quoi nous assistons par ce phénomène invisible qu'on n'analyse pas en profondeur, c'est que le tourisme tel qu'il est pratiqué renforce ce processus, non seulement d'oubli des données profondes, des cultures, des valeurs, des sociétés, de l'éthique, parce qu'on ne présente jamais dans le tourisme en disant que voilà, on vous montre tel château ou telle expression musicale, mais derrière cette expression musicale, il y a des valeurs humaines, il y a un peuple, il y a des traditions, il y a une humanité, etc. Le tourisme ne permet pas d'aller en profondeur là, donc c'est une illustration de cette esthétisation de la culture, et qui littéralement renforce ce que j'appelle moi les lunettes culturelles que nous portons toujours dans les rapports interculturels, dans les rapports entre les différentes communautés. Et ces lunettes culturelles, nous les portons tous parce qu'elles sont des lunettes invisibles qui ont été chargées non seulement par l'écriture et l'enseignement de l'histoire, mais par nos familles, par donc, la télévision et différents facteurs. Et donc, parler de dialogue interculturel demande à revenir à cette déconstruction-là qui est absolument urgente. Et enfin, un dernier point que je voulais proposer aussi à votre réflexion, parce que je crois qu'elle aide aussi à aller plus loin. Revenons à ce concept de diversité culturelle. On en a beaucoup parlé.
moi j'en ai parlé comme d'autres, etc. Et on voit le slogan légitime chez ceux qui le font, on va défendre la diversité. Mais regardons de plus près ce que cela veut dire. La diversité, d'abord historiquement, je vous rappelle que les travaux philosophiques et scientifiques sur la diversité à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire la diversité des races et des espèces qui a été la grande problématique de cette époque-là, c'est ces travaux-là qui ont coïncidé avec la sortie de l'Europe, du continent européen vers les autres peuples. C'est accompagné d'une pensée où, littéralement, la hiérarchisation des civilisations et des races a été développée. Et tous les travaux, la plupart des travaux sur les études sur la diversité, ont abouti à la hiérarchisation de la diversité. Toutes. Lisez tous les chercheurs, tous les grands travaux historiques et philosophiques et des savants qui ne refusent pas la diversité. Et d'ailleurs, les forces d'extrême droite qui sont fortes des pouvoirs ne refusent pas la diversité. Ils la hiérarchisent. Donc là aussi, l'absence de vigilance intellectuelle nous amène à utiliser des concepts qu'on n'interroge pas. Il faut la diversité. Oui, mais cette diversité-là, elle a été idéologiquement, historiquement et scientifiquement hiérarchisée et déconstruite. Et donc c'est là qu'il va falloir partir de la diversité comme fait. La diversité n'est qu'un fait. Dans la nature, il y a une rose, il y a un bégonia, il y a différents machins, dans les rachats, il y a le noir, il y a le blanc, il y a le jaune, il y a des couleurs différentes. La diversité est un fait. Ce n'est pas une valeur. Et donc combattre, transformer la diversité en valeur, c'est à mon avis, c'est une suggestion, ce que je fais dans cette échange d'idées, promouvoir le pluralisme. C'est le pluralisme qui est la valeur. Le pluralisme, c'est la reconnaissance, la promotion de la diversité, mais une diversité qui serait égalitaire, interactive et démocratique. Et donc partir de la manière dont historiquement et intellectuellement on a littéralement instrumentalisé cette notion de diversité. Et ce concept de pluralisme, c'est celui-là qui répond, quand elle est pensée d'une manière profonde, traduite par des actes politiques, c'est la seule réponse possible aux questions des sociétés, aux dynamiques multiculturelles, aux sociétés, à la multiculturalisation. Parce que ceux aussi, quand j'ai fait mon rapport sur le Canada, sur le racisme, où j'ai reconnu que le Canada, sur le plan légal, a été beaucoup plus loin que la plupart des pays que j'ai visités, sur le combat légal contre le racisme, avec le multiculturalisme, mais c'est un pays aussi où, par cette approche purement légale, sans approfondissement de ce multiculturalisme, on a pu peut-être aboutir à une diversité où les sociétés sont égales, mais vivent côte à côte. On voit le même phénomène égal. C'est-à-dire que si on n'introduit pas, on ne re-questionne pas le multiculturalisme, avec cette notion de pluralisme, et de transformer ce pluralisme en valeur, on aboutit donc à des sociétés égalitaires, où légalement la discrimination est combattue, où les communautés sont égales juridiquement, mais où on n'a pas approfondi ces trois niveaux, parce que le multiculturalisme ne devient... Il faut transformer le multiculturalisme en interculturalisme. C'est-à-dire introduire dans le multiculturalisme la traduction dans la réalité et la connaissance de ces trois niveaux de culture. L'esthétique, reconnaître l'esthétique de l'Africain, de l'Arabe, du Chinois, sa cuisine, son machin, etc., la musique. Oui, ça fait partie de la culture nationale. Mais descendre à l'éthique et traduire de manière profonde les valeurs humaines que l'Africain, le laïcien, le Chinois, l'Indien, et dont il est porteur, et en faire partie des valeurs nationales, et le spirituel dont il serait également partie. Et c'est là aussi qu'on touche, et je vais conclure là-dessus, il y a d'autres concepts, mais on n'a pas le temps, l'ambiguïté et le malentendu sur l'immigration. Ça relève de la même démarche. Quand vous regardez les grands promoteurs de l'immigration il y a un siècle ou avant, encore maintenant, l'immigration est conçue sur le plan purement économique dans le discours. Bon, les immigrants ont d'abord été historiquement déplacés comme force de travail, comme les esclaves
dans le passé. Mais le malentendu qu'on est en train de réaliser, et qui est la bombe qui éclate, c'est que ceux qui ont promis les grandes immigrations historiques pour des raisons économiques, quand l'Europe a commencé à s'industrialiser et qu'il a fallu des forces de travail, qu'on a fait venir des Arabes, des Africains, des Asiatiques, d'autres, ici au Canada, vous avez fait venir des gens, etc., comme simple force économique, on a oublié que chaque immigrant était aussi une force culturelle et spirituelle, une force humaine. Et dans le temps long de l'immigrant dans le pays, après avoir exprimé cette force de travail dans les usines, balayer les rues, les bureaux, lentement en profondeur, l'éthique et le spirituel chez l'immigré commencent à émerger. Et c'est là que la crise identitaire prend sa construction. Et que littéralement, l'immigré, par cette autre dimension qu'on n'a pas perçue, bouscule la construction identitaire, et c'est ça qui amène donc la peur et les plateformes de rejet et la crise identitaire qu'on est en train de connaître. Et donc, ce que je voulais dire simplement donc en conclusion, je reviens à ce proverbe africain que j'ai cité l'autre jour, qui dit que dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, leurs racines s'embrassent. Ce que ce proverbe dit, c'est que les branches, c'est la diversité. C'est ce qu'on voit à l'extérieur, ce que nous voyons, le chinois, le blanc, l'indien, le machin, là, dans les rues de Québec, ou machin, les branches. Multiples, on les voit, la diversité, le sucre, machin. Les branches peuvent se quereller, pour des raisons historiques, idéologiques, comme les branches, comme le vent idéologique dans la nature. Et ce que ce proverbe africain dit, c'est que pour que l'arbre vive, on ne peut pas couper les branches. Si on les coupe, on tue l'arbre. Et que donc, il faut aller aux racines qui s'embrassent. Les racines qui s'embrassent, c'est les valeurs universelles, qui relèvent de l'intangible, qui ne sont pas visibles. C'est les valeurs universelles que toutes les races humaines sont portées. La valeur d'amour, de compassion, de solidarité, qui sont profondes et présentes dans toutes les cultures, mais qui ne sont pas visibles, que l'histoire, l'idéologie et le politique ont littéralement subverti et instrumentalisé. Et que donc il faut revenir à ces racines qui s'embrassent. Qui s'embrassent veut dire littéralement qui sont partagées. Et ce partager signifie, je donne l'exemple pour finir, pour revenir à la question de la mémoire, on parle beaucoup en France actuellement de guerre mémorielle. Il n'y a pas de guerre mémorielle, ça n'existe pas. Moi je conteste ou de concurrence mémorielle. Je vous rappelle que chronologiquement cette notion est sortie il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, quand les minorités en France ont commencé à dire, mais nous sommes dans un ensemble national où l'histoire officielle de la France est marquée par les deux données qui sont les données qui marquent toutes les formes de domination, le silence et l'invisibilité. Le silence historique, les livres d'histoire ne parlent pas des raisons pour lesquelles nous sommes là. On ne vient pas du cosmos, il y a des processus qui nous ont amenés là. L'esclavage, colonisation, machin. Il faut que ça soit dans l'écriture historique. Et l'invisibilité sociale, économique et politique. Ce sont ces deux notions-là qui ont donc structuré tout le phénomène qui s'est ensuite déroulé et qui a fait que on est arrivé donc à cette situation. Donc, ce que le proverbe africain veut dire, donc, en dernière analyse, c'est que, et je reviens à mon notion de tension identitaire, c'est que le défi de toute société, c'est le tronc. Le tronc de tout pays, c'est le tronc. Le tronc, c'est la société. C'est l'ensemble où, dans l'espace géographique, il y a différentes communautés qui sont marquées par la diversité, le pluralisme, et qui ne viennent pas aucune ne vient du vide, et qu'elles sont toutes porteuses de ces trois dimensions esthétiques, éthiques et spirituelles, et qu'il va falloir travailler sur ces trois niveaux-là dans le temps, tant sur le plan de la réflexion intellectuelle et philosophique et historique, que sur le plan de l'habitat, que sur le plan du travail, que sur le plan de l'éducation, pour littéralement faire en sorte que non pas cette tension disparaisse, c'est-à-dire faire disparaître la diversité, mais faire en sorte que ces tensions transforment
le multiculturalisme qui n'est qu'un fait, une donnée factuelle de groupes marqués par la différence religieuse culturelle, le transformer en interculturalité, qui signifie qu'il va falloir aussi travailler. Je pense que le Canada, plus que beaucoup de pays, a réussi à faire, mais il y a des chemins à faire. Qu'il va falloir, dans cette promotion du pluralisme, pour traduire la diversité en valeur, à la fois toujours garder à l'esprit la nécessité de conserver les singularités. Comme chaque fleur dans un jardin, il faut garder les fleurs, mais dans le même jardin. Et les laisser dans le même jardin, comme un tapis. Les tapis persans ou autres, chaque fil a sa beauté, mais chaque fil, on peut la détacher, mais quand on les met ensemble, on a donc cette mosaïque, cet élément de tapisserie. C'est cette dialectique-là, de construction, de transformation, et qui requiert une vigilance permanente, qui tient compte du fait que toutes les sociétés sont porteuses de lunettes culturelles, et que les constructions identitaires ont été des clôtures, des antagonismes. Déconstruire tout ça, ce que Francine et d'autres font, et toute cette université, ce travail, je pense qu'il est actuel, pour contrer les forces de l'enfermement, du rejet et de la haine qui sont en train politiquement d'envahir l'espace politique et qui peuvent accéder au pouvoir politique n'importe quand. Donc voilà quelques éléments de réflexion. Donc je répète en conclusion que je n'ai pas de discours clos, mais je voulais partager des réflexions avec la pleine conscience que nous vivons une époque dangereuse et grave. Et que dans cette époque dangereuse et grave, il faut résister à la zombieisation, c'est-à-dire qu'on nous transforme en outil de consommation, où notre espace se réduit au canapé, à la télévision et à la voiture, et où littéralement les forces politiques, médiatiques et autres font bouger les éléments les plus profonds de notre inconscient collectif, de notre imaginaire, et littéralement antagonisent les sociétés et créent donc les séparations. Et donc ce n'est pas une question philosophique, c'est une question politique, c'est une question de vivre ensemble. Et moi, vivre ensemble, je préfère l'expression qui est utilisée dans l'île de la Réunion, on dit mettre ensemble. Là-bas, on ne dit pas vivre ensemble, on dit on mettre ensemble, il faut mettre ensemble. Et mettre ensemble signifie, par exemple, sur la mémoire, partage de mémoire. Pas de concurrence de mémoire, partage de mémoire. Il s'agit de faire en sorte que le noir africain soit conscient à la fois de l'esclavage dont il est issu, mais conscient de ce qu'est l'Holocauste pour le juif ou le massacre des Amérindiens, et que vice-versa l'autre fasse de même. Et que l'État doit organiser ce partage de mémoire. Tant qu'il n'y a pas ce partage de mémoire, les clôtures identitaires sont renforcées. Et c'est ce travail-là qui n'a pas été fait. Et c'est donc, à mon avis, l'enjeu, Francine, le défi qui est lancé à toutes les structures intellectuelles, le front intellectuel, déconstruire, transformer donc le multiculturel en interculturel, qui suppose le maintien des singularités, mais leurs interactions. Et processus qui jamais ne s'arrête dans l'histoire. Voilà. Donc voilà quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous. Merci.